Mais parce que vous avez mal pris l'affaire, parce que vous avez commis des erreurs de procédure, vous vous retrouvez avec tous les torts et en plus, c'est vous qui vous retrouvez à devoir payer. Et j'ai peur, de toute façon, ce n'est pas le premier dossier de ce type qu'on a. Il y en a eu d'autres et je pense qu'on en aura probablement encore d'autres, malheureusement. Malheureusement, mais Maître Badou, lorsque on annonce le nouvel élu, le nouveau président, qu'on a 300 milliards et plus de dettes à apurer et qu'on fera en sorte de pouvoir faire face au paiement, à l'apurement de ces dettes internes et que à cela doit s'ajouter encore d'autres dettes, est-ce qu'il ne faut pas un peu craindre? Il faut craindre, mais le plus important, c'est déjà de faire de sorte que l'État respecte lui-même ses engagements et que, comme je l'ai dit tantôt, il n'y ait pas ces cas-là. Encore une fois, pour moi, cette nouvelle est au conditionnel. Je n'ai pas lu la décision, je ne sais pas à quoi cela retourne. C'est une décision de première instance. Elle peut faire l'objet d'appel, donc la décision est loin d'être consacrée, consommée. Elle peut faire l'objet d'appel et même objet de cassation. Donc disons que pour le moment, l'État, si c'est avéré, l'État est condamné à payer, à payer 28 milliards, mais si appel était interjeté de cette décision-là, l'appel sera suspensif d'exécution et à ce moment-là, les cartes seront rebattues. Il y a une dette intérieure assez forte, certes, mais ça ne veut pas dire que l'État ne doit pas exécuter une décision si la décision venait à être, comme je l'ai dit, à confirmée en appel. Deuxième chose, ça amène pour ce qui est du nouveau départ, c'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse suivre les contrats et les exécuter tels que cela est prévu au contrat. Et s'il y a un problème, s'il y a une difficulté, s'il y a des inexécutions, des violations de par les co-contractants de l'État, il faudrait que l'État puisse avoir l'expertise ou son tour d'expertise nécessaire qui lui permette de sortir de situation sans véritablement être condamné. Parce que n'oublions pas tout ce qui a suivi comme tollé le chantier de l'Assemblée nationale. C'est peut-être en croyant bien faire que des décisions précipitées ont été prises et malheureusement, même s'il y a un bien fondé de l'intervention de l'État et que sur le fond, l'État ne... pas peut-être raison, mais si sur la forme, l'État ne respecte pas les règles, la procédure de rupture du contrat telle que prévue au contrat, l'État peut être exposé à une condamnation. Non. Mais pour le moment, je ne peux pas aller plus loin parce que je ne connais pas le dossier, comme j'ai dit, je n'ai pas lu la décision pour connaître ce qui aurait pu motiver ou justifier une telle décision. Encore une fois, nous sommes en première instance, on ne peut pas dire que c'est une décision qui est irrévocable et que forcément l'État doit payer ce montant-là. Oui, sur ce dossier, plus d'un continue de s'interroger. On n'a pas compris. Il y a un dossier déjà lancé depuis le quinquennat du président en fin de mandat et qui en est toujours à son piétinement. Je pense qu'il faut attendre. Il faut attendre et j'espère, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il y a comme dossier sur cette question-là, combien de dossiers il y a, mais mon espoir comme citoyen est qu'on aura parmi les différentes procédures initiées au moins une qui nous permettra de situer les responsabilités, de savoir qui a fait quoi dans ce dossier, au-delà de ce qu'on peut en dire au niveau des médias. Parce que ça, ce serait vraiment intéressant à savoir qui a fait quoi. Parce que jusque-là, c'est une espèce de nébuleuse. On n'y voit vraiment pas grand-chose. On voit et le voleur et le volé qui crient au voleur, tous les deux. C'est en tout cas le sentiment que j'ai comme citoyen. Et j'espère vraiment que la justice de notre pays pourra permettre, dans quelques mois, dans quelques années, d'éclairer chacun sur ça. Non pas sur des erreurs de procédure, encore que ça, évidemment, il faut faire ce qui doit être fait dans cette matière-là. Mais je veux dire, dans le fond du dossier, qui a fait quoi? Qui a pris de l'argent pour rien? Qui est-ce qui s'est emparé des deniers publics, mais sans faire le job qui était prévu, sans faire ce à quoi l'argent était destiné? Et qu'on voit bien, vraiment qu'on sache, en fin de compte, qui a fait quoi, que ça sert. Parce que le problème aussi dans notre pays, c'est que vous avez plein de choses et après, plus personne n'en parle.
vous avez un enterrement de première classe pour des dossiers de ce type. Et puis, évidemment, quelques temps après, donc personne n'en tire de leçons. Et à quelques temps après, on prend les mêmes et on recommence. On prend les mêmes, on prend d'autres et on recommence. Il faut qu'on arrête avec cette impunité-là. Il faut qu'on sache exactement. Et ça, vraiment, moi, mon souci, encore une fois, comme citoyen, c'est qu'un jour, dans pas trop longtemps, on puisse savoir qui est-ce qui a été responsable de quoi dans cette affaire-là. Maître Chalbalou, la construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale, ce chantier qui bat toujours de l'aile, qui peine à véritablement décoller, reste-t-il aussi à vos yeux une nébuleuse? C'est plus qu'une nébuleuse. Vous vous souvenez qu'on nous a dit que ce chantier serait terminé pour novembre, de novembre en décembre, et depuis décembre, personne n'en parle. Donc il faut bien qu'on connaisse le chronogramme. Ce chantier était prévu pour coûter, je crois, dans les 7-8 milliards. Aujourd'hui, au dernier décompte, si ma mémoire est bonne, on dit que nous sommes autour de 12 ou 14 milliards. 14 milliards. 14 milliards. On a déboursé 7 milliards en addition pour le nouveau comité qui doit achever maintenant les travaux. Achever les travaux, les achever quand? Pourquoi est-ce qu'il y a cette infraction-là? Qu'est-ce qui peut le justifier? Alors même que il y a... Si vous passez, vous passez le pont, là, vous voyez tout de suite qu'il reste encore beaucoup à faire pour la fin de ce chantier-là. C'est quand même assez regrettable ce qui nous arrive, de constater qu'un chantier qui devait durer au maximum 2 ans, nous sommes près de 5 ans maintenant, et on ne sait pas, on n'a pas un chronogramme qui nous permet de dire que ce chantier ira vers sa fin. Et ça pose plusieurs problèmes. Le tout premier, c'est l'intervention intempestive du génie militaire, où on fait intervenir le génie militaire alors qu'il y a des compétences aux civils qui peuvent faire ce travail-là, peut-être avec un calendrier clair. Si vous n'aviez pas un contrat en bonne et due forme avec ce génie militaire, et donc on l'appelle pour parer au plus pressé ou pour colmater les brèches, ça ne marchera pas parce que vous ne lui donnez pas, peut-être pas les moyens, ou vous ne lui donnez pas le chronogramme et les compétences et l'expertise nécessaires pour finir. Je ne crois pas que le génie militaire puisse tout faire en même temps. Et donc c'est déjà pour moi l'intervention du génie militaire dans ce genre de construction de travaux publics. Mais ensuite, oui, il y a la question de suivi, il y a la question d'impunité. Qui a pu faire quoi? Comment est-ce que cela puisse se justifier que le Parlement, déjà qu'on ne soit pas doté d'un Parlement depuis 1990, et quand on veut se doter d'un Parlement, il y a autant de difficultés, autant d'embûches, alors même que le rôle premier du Parlement, c'est quand même, au-delà de légiférer, c'est de contrôler l'action gouvernementale. Donc si le Parlement se met dans cette logique-là et ne peut même pas contrôler la gestion de son propre siège, il y a un problème quant à l'efficacité du Parlement lui-même, quant à sa capacité d'exercer les rôles constitutionnels, prérogatives constitutionnelles qui lui sont dévolues. Vous avez vu quelque part aussi les parlementaires faillir à leur mission, ou parce qu'à un moment donné, ceux-là aussi ont eu les mains un peu liées dans le dossier. Mains liées, peut-être, mais mains liées pourquoi? Est-ce que c'est des mains liées parce qu'ils étaient partisans, ou est-ce que c'est des mains liées parce que derrière les parlementaires, ou certains parlementaires, se cachaient en même temps des hommes d'affaires attributaires des marchés sur ce dossier? Encore une fois, c'est à dessein que je dis que j'aimerais bien qu'un jour la justice nous éclaire sur qui a fait quoi. Parce que j'ai le sentiment, et ça ne serait pas la première fois que dans mon pays, sur un certain nombre de dossiers qui sont des dossiers d'argent, pour ainsi dire, vous n'avez plus de démarcation politique ou politicienne. Vous n'avez plus de démarcation partisane. Vous pouvez vous retrouver ensemble liés par les mêmes intérêts. Voilà. Mais j'espère, on peut mettre tout ce que je dis pour le moment sur le compte de présomption, mais j'espère vraiment, moi j'ai besoin de savoir exactement qui a fait quoi dans ce dossier. Et pour qu'on puisse situer les responsabilités, ça évitera de porter peut-être des accusations à tort, ça permettra de savoir exactement ce qui a été fait et d'en tirer les leçons pour que de telles choses ne puissent plus se reproduire, parce que c'est quand même extrêmement grave. Il y a, je ne sais plus dans quel pays, mais il y a des pays, au moins un pays où on a commencé la construction du Parlement après
nous, Le nôtre, oui. et où ça a été déjà fini. Et quand vous voyez le bijou que c'est, et vous voyez ce que ça a coûté, vous ne pouvez que vous interroger sur ce que nous sommes en train de faire ici. Maître Chalbalou, la justice ne peut-elle pas s'autosaisir de ce dossier pour enfin aider à faire toute la lumière? Des institutions judiciaires, il y a le procureur de la République, lorsqu'il soupçonne que des infractions à la loi ont été commises, qui peut s'autosaisir, cela est possible. Procureur de la République. Le procureur de la République. Mais quand on sait la manière dont le procureur, vraiment, vous savez, est-ce que c'est possible d'espérer quelque chose de ce côté, si c'est le procureur qui doit s'autosaisir du dossier? Le procureur de la République, vous avez dit. Des institutions judiciaires, c'est le seul qui peut s'autosaisir. Alors là, ne souriez donc pas. Okay. Je me garde de sourire. Alors, les institutions judiciaires, c'est le seul qui peut s'autosaisir. Pour les autres, si c'est le tribunal, il faut bien que quelqu'un puisse saisir le tribunal. Il y a également la Cour des comptes qui peut être saisie. Il y a également la juridiction administrative qui peut être saisie pour connaître d'un certain nombre pour connaître des violations ou des manquements de l'État ou des contractants de l'État. Donc il y a plusieurs institutions qui tiennent compte de la nature, de la matière du litige, mais pour l'autosaisine, ce n'est que le procureur de la République, dans une certaine mesure des officiers de police judiciaire. Francis Lallet, vous allez devoir attendre longtemps, si c'est le cas. Jusqu'à présent, on a eu des procureurs à croire que... Bon, non, là vous êtes dans le cas de l'autosaisine. Encore une fois, on ne sait pas combien de dossiers. Vous savez que sur la même affaire, vous pouvez avoir plusieurs dossiers. Tout à fait. Tout dépend de l'angle sous lequel le dossier est présenté. Donc on ne sait pas. Pour le moment, on sait, selon ce qu'en dit une partie de la presse, que l'État serait condamné. Donc je ne sais d'ailleurs pas, parce qu'on ne précise pas non plus qui est l'auteur de la plainte. Est-ce que c'est l'État qui a porté plainte et la plainte se serait retournée contre lui? Est-ce que c'est plutôt, comme ça semblerait être le cas, l'entreprise, semble-t-il, adjudicatrice ou adjudicataire des travaux qui s'est senti lésé à un moment donné et qui a attaqué l'État devant la justice? On ne sait pas. Mais il y a probablement plusieurs dossiers, j'imagine. Donc, il faut savoir ça. Il faut savoir, oui. C'est le montant de 28 milliards, si c'était avéré, qui amène véritablement, en ce qui me concerne, à prendre des gants. Parce que, on me dit, même après réévaluation, tout le chantier est à 14 milliards. Donc, celui qui a fait les grosses œuvres, il a combien? Je ne sais pas. Mais quand le condamne il n'aura pas les 14 milliards. Mais quand tu prends du recul, on constate qu'on peut ajouter 7 milliards, 7 autres milliards. Donc, quand le condamne, malgré tout ce qui a été fait, qu'on condamne l'État à 28 milliards, ça me paraît exorbitant. C'est pourquoi je dis il faut voir le dossier. 28 milliards, c'est énorme. Quand le contrat en lui-même fait 14 milliards après réévaluation et qu'on condamne juste l'un des prestataires, non, on condamne l'État à payer juste à l'un des prestataires 28 milliards, c'est exorbitant, c'est énorme. Donc il faut véritablement voir le dossier, voir la décision, lire la décision, comprendre le raisonnement, la motivation du juge, si c'était avéré. Ça, c'est l'avocat qui a parlé, mais vous savez, quand on sent qu'en face de soi, c'est une vache à lait, on y va, tous les calculs sont permis. Ouais, et avec la complicité, bon, je ne trahis aucun secret. De qui droit, vous savez? Complicité de qui? Ah non, je ne veux pas. Si c'est ce que vous voulez laisser entendre. Non, l'avocat fait son droit. Je dis, fait son devoir, est dans son droit, il peut demander 100 milliards. Il appartient au juge d'arbitrer, voilà, en tenant compte des éléments du dossier. Donc, l'avocat n'est complice de personne. L'avocat fait son travail. L'avocat est dans son rôle, en demandant ce qu'il paraît. On se rend compte que celui qu'on a en face de soi peut suffisamment débourser un monsieur qu'on a jeté en prison, vraiment sans coup féri, et ensuite on le dessaisit. Et puis, écoutez, quand même, hein, une vie, une minute de perdu, c'est énorme, face à 28 milliards. Vous n'allez pas oser le dire? Je crois que la voix, de mon point de vue, qui dit que ça paraît excessif est une voix autorisée. Je pense qu'il y a toujours un minimum de... Il faut savoir raison garder. Et là-dessus, c'est deux choses différentes. Si c'est pour l'exécution du contrat, ça n'a rien à voir avec le temps passé en détention, où il y a des mécanismes prévus par le Code de procédure pénale pour régler ces questions-là.
Donc pas question... Et si je ne m'abuse, ce doit bien être une société qui a signé le contrat et non celui qui a fait la détention, et il y a à distinguer entre la société et celui qui a fait l'objet de... Mais encore une fois, je ne veux pas spéculer plus qu'il n'en faut parce que je n'ai pas lu la décision. Ok, on espère, vous le ferez très bientôt, et on espère aussi pour le peuple béninois que tout ceci ne serait qu'au conditionnel et que très vite, même si c'était le cas, l'État va pouvoir en cassation sans transition. Les hommes d'affaires dans l'arène politique, ce n'est que secret de Polichinelle au Bénin. Mais président de parti politique, c'est tout nouveau. Francis Lallet, comment appréciez-vous la nouvelle? Martin Rodriguez, l'opérateur économique, désormais dans l'arène politique, en plein pied là-dedans. C'est probablement courageux compte tenu du contexte, mais c'était prévisible. C'était prévisible. Vous le voyez venu? Oui, ça me paraissait évident. Je crois que Martin Rodriguez, depuis même qu'on avait commencé à parler de la candidature de Patrice Talon, est monté au créneau. Depuis qu'il était à l'essai, il est monté au créneau. Il est rentré, il a continué à insister dessus, à se battre contre cette candidature-là. Aujourd'hui, il reconnaît le nouveau président élu, c'est à son honneur, c'est une attitude de démocrate et s'engage ouvertement dans une opposition. Je dis que c'est courageux par rapport au contexte précis dans lequel nous sommes en ce moment. Parce que nous sommes dans un contexte où, comme c'était un peu le cas en 2006, où vous avez un tout nouveau président qui arrive, vous avez du mal à trouver l'opposition. Vous avez une opposition de fait qui est autour de la personne qui a perdu les élections, dont je dirais qui n'a pas le choix. Et puis vous avez la plupart des forces politiques qui, encore une fois, le phénomène du cheval gagnant, qui court se mettre malheureusement du bon côté de la marmite, parce que dans la logique que la plupart de ces acteurs suivent, il s'agit de se mettre du bon côté de la marmite, malheureusement. J'espère que cette façon de voir les choses-là va changer. Et donc, vous avez du mal à trouver une opposition, parce que même vos opposants veulent tous, et vous avez vu, la différence peut-être cette fois-ci, c'est la précocité des ralliements. C'est la précocité des ralliements. On a toujours des gens qui, mais déjà avant l'élection proprement dite, vous avez déjà des gens qui font ça d'habitude. Mais cette fois-ci, la nouveauté, c'est qu'on a vu des gens le faire avant, mais surtout, immédiatement après les tendances, on a vu des gens tourner Kazakh, faire des virages à 180 degrés pour se retrouver du côté où ils n'étaient pas la veille. Mais bon, voilà. De façon ouverte. Et donc, dans un tel contexte, vous avez du mal à trouver des opposants. Et donc, c'est en ça que je dis que c'est plutôt courageux, parce que ça va un peu à contre-courant de ce qu'on observe en ce moment. Dans quelques mois, d'ici 1 an, 2 ans, ça va être tout à fait normal pour beaucoup de se retrouver du côté de l'opposition, parce que la logique ou les intentions pour lesquelles ou les intentions qui motivent le positionnement d'un certain nombre de gens du côté de la mouvance du moment, de la mouvance actuelle, ou actuelle à partir du 6 avril, ces attentes ne sont pas toujours comblées, n'étant pas toujours comblées, et comme de toute façon il est impossible de les combler toutes, vous avez forcément des frustrations, et malheureusement c'est aussi ça qui fait que nos oppositions politiques ne sont pas très solides. C'est beaucoup plus basé, enfin, en général, hein, ce n'est pas le cas de tout le monde, ce n'est pas à 100%, mais dans la quasi-totalité des cas, c'est basé beaucoup plus sur des frustrations personnelles, c'est basé sur des attentes. Pas l'intérêt commun. Non, exactement, ce n'est pas vraiment l'intérêt général. Maître Charles Badou, vous observez, vous avez vu un peu, suivi cette sortie-là, vous vous dites, ah là, un pas de plus pour la vitalité démocratique béninoise, ou un non-événement? Non, on ne peut pas dire cela. Je pense que c'était salutaire.
et qu'il faut bien que dans un pays qui se veut de droit et qui est sur le chemin de la démocratie, il y ait une offre alternative à l'offre du gouvernement ou de ceux qui sont au pouvoir. Et cette offre alternative est faite par l'opposition. Et c'est vrai que quand on voit ce qui se passait, on avait du mal à décerner, à détecter un parti d'opposition. Je suis tout à fait d'accord avec ce que M. Lallet vient de dire, pour dire qu'il faut forcément qu'il y ait une opposition. Nous gagnerons tous à ce que si il y a des manquements aux règles, si il y a des fondamentaux qui ne sont pas respectés, et qu'il y ait bien dans la cité des gens pour le dire, et pour servir ils ont dit qu'ils sont des sentinelles de la démocratie ou des vigies, c'est ce que j'ai cru entendre. Et c'est le rôle en réalité de tout le monde, de ceux qui sont épris de ce que la démocratie s'installe, se développe au Bénin. Mais simplement, il ne faut pas une démocratie, il faut pas une opposition de circonstances, il ne faut pas une opposition qui soit forgée à partir d'égos surdimensionnés ou à partir de haine personnelle. Il a dit qu'il ne tomberait pas dans ce travers-là. Espérons-le que, au-delà de l'objectivité, on est véritablement des contre-propositions, on est véritablement des gens qui ont le souci de l'intérêt général et n'interviennent dans l'arène politique qu'à la recherche de la préservation de cet intérêt. Et justement, dans ce sens, oui, Francis Lallet. Je voudrais compléter ce qui a été dit en ajoutant que c'est dans l'intérêt du président lui-même d'avoir une opposition. Nos présidents ne le comprennent pas souvent. Et celui dont le mandat est en train de s'achever, malheureusement, semble appartenir à cette catégorie-là. Nos présidents pensent que c'est pas bon pour eux d'avoir une opposition, qu'il faut absolument tout régenter. Non, c'est dans leur propre intérêt d'avoir une opposition. Parce que ça leur permet, on dit souvent que de la discussion jaillit la lumière. Je dirais même de la contradiction jaillit la lumière. Et c'est important que de toutes les façons, même si vous avez le sentiment à un moment donné de tout contrôler, ça ne peut pas être vrai. Parce qu'on est une société plurielle. Plurielle en termes d'ethnie, plurielle en termes de culture, plurielle en termes de langue, plurielle donc en termes de religion, plurielle en termes de conviction. Et donc d'approche de la société aussi. Et dans une telle société, vous savez, vous avez des pays, vous avez juste deux langues, style Rwanda, Burundi et autres. Même dans ces pays-là, tout le monde ne pense pas la même chose. À plus forte raison, dans une société comme la nôtre, qui est multiculturelle, qui est multi-ethnique, etc. Donc, dans ce type de société, vous avez forcément des lignes de clivage, vous avez forcément des opinions différentes. Et c'est bon pour le président d'entendre un son de cloche différent. Parce que malheureusement, ce qui se passe avec nos présidents, en dehors de leur propre caractère qui parfois les prédispose à certaines déviances, mais vous avez tout l'entourage généralement qui contribue à cette déviance. Parce que l'entourage commence tout de suite à déifier, et pour ce qu'ils ne l'auraient pas compris, à transformer en petit Dieu, ou en demi-dieu, comme disent certains de nos humoristes, le chef. Ce qu'il faut éviter. Tout ce qu'il fait est bon, il n'a que de bonnes idées, il a toujours raison, il a forcément raison, et tout le monde le caresse dans le sens du poil. Au bout d'un moment, le bonhomme, c'est humain. Qu'est-ce que vous voulez qu'il lui arrive? Et le faux pas est vite arrivé. Il faut donc faire attention à ça, et un président sage, à mon avis, et démocrate, devrait faire même en sorte que l'opposition ait les moyens de vivre, l'opposition ait les moyens de lui tenir tête. Avec votre permission, je voudrais vous inviter à suivre les mobiles profonds qui sous-tendent la création du parti PD, nouveau-né sur l'échiquier politique national. Ce sera donc avec la complicité de la régie. On va suivre donc Martin Rodriguez, le président du parti PD, Parti démocrate. L'événement de ce jour se passe précisément au terme de l'élection présidentielle qui vient de livrer son verdict en portant à la magistrature suprême de notre pays, M. Patrice Talon. Nous souhaitons du succès au nouveau régime qui va s'implanter. On félicite le nouveau président qui a été élu. Cependant, nous devons ne pas nous méprendre. C'est la raison pour laquelle je vous annonce la création du Parti démocratique qui aura
ont autre vocation à être une vigie pour la satisfaction des aspirations profondes de notre peuple. Monsieur Patrice Talon, nous l'avons vu ici financer et soutenir le changement en 2006. Nous l'avons vu à l'œuvre lors du chaos. Et c'est pour cela d'ailleurs que nous nous sommes prononcés sur le fait que nous ne croyons pas du tout à cette option ou cette idéologie de la rupture qui se fait par les mêmes acteurs qui ont été donc à l'origine de tout ce que je viens de citer. Ceci dit, nous n'avons aucunement l'intention de baisser la garde. Patrice Talon était un homme d'affaires. J'en étais aussi pleinement un jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes tous deux aujourd'hui dans l'arène politique. Et nous pensons que nous ne pouvons pas unanimement se taire et applaudir l'arrivée du nouveau chef, comme nous avons tendance à voir, pour nous enliser dans une nouvelle dictature qui ne dit pas son nom. Donc il est hors de question que nous fassions aussi de l'opposition systématique ou personnelle. Ce n'est pas une question de personne. Nous aurons la force de reconnaître et même d'applaudir ou soutenir les actions positives, s'il y en a. Mais comptez sur nous pour décrier immédiatement les déviations dès que ça va commencer. Donc ce ne sera pas de tout repos. Ce ne serait pas du tout repos. Maître Charles Badou, vous avez suivi le président du parti PD et sur la mobile profonde, sous-tendant la création du dit parti. Oui, je l'ai suivi et ce que je dirais d'entrée de jeu, on ne peut pas douter du peuple. Et le peuple a été clair pour dire qu'il s'inscrit dans la rupture. Et ça, c'est clair. Et ça, c'est à 65%. On ne peut pas dire qu'on prend les mêmes et on recommence. Le peuple a voulu que ce qui se passait ou ce qui s'est passé, quel que puisse être le rôle des uns et des autres, dans ce qui s'est passé les 10 dernières années, le peuple a voulu marquer une rupture. Le peuple a voulu rompre avec ce qui se faisait en élisant M. Patrice Talon. Donc pour moi, cette question est réglée. Et encore une fois, à espérer que l'opposition ne soit pas alimentée par des haines personnelles ou des intérêts qui ne sont pas assouvis et autres, et que ce soit excusez-moi, que ce soit véritablement l'intérêt général qui est recherché et poursuivi. Ah oui, Francis Lallet, vous avez aussi suivi. Quelle est votre première réaction? Je crois qu'il faut espérer que ce nouveau parti, dont on peut saluer l'avènement pour les raisons que je vous ai évoquées ou expliquées tantôt, que ce nouveau parti joigne l'acte à la parole. Et qu'effectivement, parce que si c'est un parti qui est fondé sur des haines personnelles, sur des désaccords personnels, non, ce n'est pas simplement des désaccords, parce qu'on peut avoir des désaccords en politique. Mais si c'est un parti qui est fondé sur des haines, sur ce genre de choses, il n'aura pas une longue vie devant lui et il n'aura aucune crédibilité. En revanche, si c'est un parti qui fait ce qu'il dit, c'est-à-dire qui est capable de dire, OK, d'encourager ce qui va dans le bon sens, de saluer les bonnes initiatives, d'amener le parti dirigeant à aller dans le bon sens, ou en tout cas les forces politiques au pouvoir à aller dans le bon sens, et en même temps, sans compromission et sans concession, passez-moi l'expression, taper sur ce qui ne va pas bien, dénoncer ce qui mérite de l'être, eh bien, il sera crédible, et s'il est crédible, il aura apporté quelque chose à la démocratie. Alors, un nouveau-né qui compte vraiment couvrir toute l'étendue du territoire national. La question au président de savoir comment pouvoir survivre, parce que ça paraît quand même toute une première. Et lorsqu'on prend une option comme celle-là, et le président affirme qu'il y aura au sein de ce parti des activités génératrices de revenus. En même temps, permettre à cette jeune-là d'avoir de quoi s'occuper, Maître Charles Badou. Vous dites beaucoup de choses à la fois. Ah, oui. Premièrement, avoir une activité qui couvre tout le territoire national, c'est le but premier de tous les partis politiques. Et c'est d'ailleurs pour éviter qu'il y ait des partis, dans les testaments, même si la réalité est tout autre, c'est pour éviter qu'il y ait des partis qui ont des ancrages régionaux, que la loi a voulu que parmi les fondateurs, les membres fondateurs des partis politiques, il y ait 10 par département. Il y a un minimum de 10 par département. Ça veut dire qu'il faut être au moins, pour créer un parti politique, il faut avoir des membres fondateurs qui sont ici de chacune des régions, de chacun des départements du pays. Donc, chercher à couvrir toute l'étendue du territoire national, c'est normal. Arriver effectivement à le faire, c'est ce qu'on espère.
La deuxième question, c'est la question de financement. Et le rôle premier d'un parti politique, c'est pas de mener des activités génératrices de revenus, ou à tout le moins, il faut qu'on nous explique ce qu'on entend par activités génératrices de revenus. Si c'est pour mener des activités commerciales, on ne crée pas un parti politique, on crée une société. Et il est mieux placé, le président de ce parti-là est très bien placé pour le savoir. Donc j'aimerais bien voir comment, est-ce que c'est le parti lui-même qui va mener des activités génératrices de revenus et pouvoir s'autofinancer. Habituellement, c'est les cotisations des membres et les subventions de l'État qui permettent à ces partis-là de vivre et de se déployer. Mais ça pose un problème important, un problème qui a été mis en exergue par l'élection présidentielle, le financement des partis politiques. Comment est-ce qu'on organise le financement du parti politique ? Il faudrait forcément qu'on puisse répondre à cette question-là. Et avant de répondre à cette question, il faut également qu'on puisse savoir qui est parti politique. De ces structures, de ces organisations qu'on a, quels sont les critères qui permettent de dire que tel est véritablement un parti politique. Si vous n'avez que seule idéologie, si je prends le cas du PRD, qui est d'être c'est-à-dire que de ne pas faire l'opposition autoproclamée et donc d'être prêt à toutes les compromissions pour être avec le pouvoir, peut-on véritablement dire que cette manière de voir les choses correspond à ce dont on est en droit de s'attendre lorsqu'il s'agit d'un parti politique. Donc, c'est des questions fondamentales qui sont posées. Le financement du parti politique, comment reconnaître un véritable parti politique? Et c'est à ces questions-là que nous sommes tous appelés à répondre. Grosse interrogation qui, croyez-moi, fera objet avec qui de droit de nouveaux débats sur ce plateau 100% Bénin. Vous l'avez compris, lentement mais sûrement, nous tendons vers la fin de son numéro. Francis Laleye, si vous avez un mot à l'endroit du nouveau-né pour conclure, que diriez-vous? Qu'il fasse en sorte d'apporter un plus à la démocratie. Pour moi, un plus, c'est quelque chose de qualité. Il ne faut pas que ce soit un parti qui s'ajoute à la cohorte de ceux qui existent, mais que ce soit un parti dont on puisse dire dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, oui, ça valait la peine de le créer. Mais je voudrais peut-être rapidement dire une chose à propos de... embrayer un peu sur ce que disait Maître Badou tantôt. Les aspects qu'on a évoqués à la fin sont des aspects qui touchent aux réformes. Dans les réformes, vous avez deux catégories. Vous avez des réformes qui demandent plus de temps, parce qu'il faut toucher à la Constitution, parce qu'il faut peut-être beaucoup plus de concertation. Et vous avez des réformes qui sont plus gérables, je veux dire, qui sont plus facilement, passez-moi le néologisme, opérationnalisables, sur lesquels il suffit de prendre des tests, il suffit, façon de parler. Il faut même dans ces cas-là organiser un minimum de concertation, faire en sorte que les acteurs soient... Mais sur les questions de financement, sur ce genre de questions d'organisation de la vie politique, on n'est pas obligé de passer par la Constitution. En tout cas, des chantiers... On peut faire des choses rapidement. Ok. Le nouveau départ est tout cuit et saura faire le choix qui s'impose. Maître Charles Badou, vous l'avez compris, oui, c'est le temps qui nous fait défaut. Le vœu de l'avocat. Non, le vœu de l'avocat, c'est que l'État soit mieux entouré déjà, et que dans tout ce qui touche à l'organisation, il y a le barreau qui est disponible pour accompagner l'État. Je parle de tous les avocats du Bénin. Mais il y a ensuite pour la vie politique. Vous saviez qu'il y a le statut il y a le statut des partis politiques et il y a un statut particulier pour le chef de l'opposition. Et j'ai dit tantôt que c'était salutaire qu'il y ait un parti qui ouvertement se dise de l'opposition. Il faut donc que ce parti-là puisse remplir les critères et si c'est avéré qu'il est la tête de pont de l'opposition, bénéficier des privilèges qui sont attachés au chef de l'opposition. Parce qu'il y a des privilèges, des protections particulières attachées à cela, parce que c'est nécessaire et indispensable qu'un État de droit puisse avoir un parti d'opposition qui offre autre chose que ce que offre le parti au pouvoir. Mesdames, Messieurs, 100% Bénin, le tout premier numéro pour le tout nouveau format. Nous le bouclons sur cette citation de Jacques Salomé. Osez demander l'impensable. L'incroyable, l'inouï, c'est ouvrir l'autre à toutes ses ressources. En soi, il faut pouvoir le faire chaque fois et toutes les fois pour le bien de la communauté. Mesdames, Messieurs, merci pour l'attention et à demain pour un autre numéro de 100% Bénin, toujours sur Sika. À très vite.